Bonjour et bienvenue en Corrèze. Ça y est, j'ai déménagé, je me suis installé en Corrèze, à 15 km au nord de Brive-la-Gaillarde. Dans cette vidéo, on va revenir sur mon installation en Corrèze, mais aussi un projet qui nous tenait à cœur, qui était de partir au Canada. Donc je reviendrai un petit peu sur les raisons pour lesquelles on a choisi la Corrèze plutôt que le Canada. Je ferai un petit point aussi sur l'actualité qui est assez chaude en ce moment, avec l'inflation, avec tout un tas de choses qui se passent au niveau de l'immobilier, au niveau de la finance. Donc ça va à mon avis vous intéresser fortement. Et surtout, je vais parler des thèmes qui seront abordés et des axes que va prendre la chaîne dans les mois qui viennent sur les prochaines vidéos. Alors tout d'abord, bienvenue à Woodzac. Là, on vient de s'installer en famille depuis mi-juillet à peu près. Donc c'est une petite commune qui s'appelle Le Saillant, qui est entre finalement Woodzac, Objat et Alassac. Donc c'est des villes qui sont entre 4 et 6 000 habitants à peu près. Et on est à 15 minutes au nord de Brive. Alors certains vont être étonnés, pourquoi venir s'installer en Corrèze? C'est tout simplement pour se rapprocher de la nature, d'être plus proche de la montagne et surtout en fait découvrir une région qu'on ne connaissait pas beaucoup. Comme vous le savez, je suis originaire de Charente, donc pas très loin d'ici, à peu près à 2 heures de route. Donc la Corrèze, je connaissais plus en tant que touriste finalement, puisque j'ai fait le tour de Dordogne en vélo quand j'avais 15 ans. Et en réalité, avec ma femme, on avait à cœur d'avancer dans nos projets, de changer de région, de découvrir des nouvelles régions, de se rapprocher aussi de la montagne. Comme vous le savez, peut-être, je suis un fan de randonnée, j'adore le ski, donc il y a aussi cet aspect-là. Mais aussi d'aller un peu plus vers la nature, vers des villes qui sont moins peuplées, avec quelque chose d'un petit peu plus authentique. En gros, c'est un petit peu la campagne pour certains. Alors si on fait un petit tour en arrière, en 2018, on avait un projet avec ma femme et les enfants de partir au Canada. On avait ciblé une ville qui s'appelle Moncton, donc, qui est à peu près à l'est du Canada. Donc c'est à peu près à 1000 km au sud de Québec, dans une zone qui est anglophone et francophone à la fois, donc 40% francophone et 60% anglophone. Donc on a fait les démarches depuis 2018 de regarder un petit peu où on pouvait s'installer. On a contacté tout un tas d'organismes et en 2019, en octobre, on est parti, comme vous le savez, au Canada. C'était pas forcément pour du tourisme en fait, on a été visiter les écoles, on a rencontré aussi pas mal de chefs d'entreprise, des organismes, des personnes de la ville de Moncton pour pouvoir finalement préparer l'installation. Et arrivé début 2020, comme vous le savez, la situation je dirais sanitaire s'est un petit peu détériorée à ce moment-là. Et ben, finalement, quasiment tous les demandes d'immigration vers le Canada en fait, ont été arrêtées, à part pour les étudiants et quelques cas exceptionnels de regroupement familial. Donc à ce moment-là, le projet qu'on avait depuis 2 ans s'est figé. Et pour nous, c'était impossible de rester comme ça et d'attendre pendant plusieurs années pour pouvoir partir là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à initier un deuxième projet qui consistait à émigrer, mais cette fois émigrer plutôt en France. Donc l'objectif c'était de s'expatrier dans une autre région qu'on ne connaissait pas, dans un endroit un peu moins peuplé que le Maine-et-Loire. Et donc on a choisi la Corrèze qui est plutôt bien placée puisqu'on est à 2 heures de Bordeaux, on est à 2 heures de Toulouse, on est relativement proche aussi des stations de ski. La première est à 1h15, 1h30 à peu près de voiture et surtout la zone est très vallonnée avec des belles rivières, des endroits magnifiques au niveau naturel. Une de mes passions aussi c'est la photo, donc dans un environnement comme ça c'est clair que c'est plutôt intéressant. Donc on a commencé à chercher en Corrèze et en mars 2021, on a trouvé. Et donc il a fallu qu'on laisse notre petit havre de paix à Cornet, donc juste à côté d'Angers, pour pouvoir avancer. Et donc ça a été un crève-cœur aussi de laisser mes carpes à la nouvelle propriétaire qui a repris la maison. Et donc on a acheté la maison en Corrèze, on a fait une offre et très rapidement en fait il a fallu évidemment qu'on vende notre maison. Donc ça n'a pas été très difficile puisque ça a été vendu en 4 jours. Donc le marché immobilier en ce moment est complètement fou. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc là on est arrivé en juillet, on a fait des travaux ici dans mon bureau, on a fait dans le bureau de ma femme qui est juste à côté, Cathy. Il a fallu qu'on fasse d'autres petits travaux aussi, je dirais pendant l'installation.
Comme vous le verrez aussi, c'est une maison qui est assez ancienne, hein. On est sur une maison, la première partie date de 1830, la deuxième date des années 20 et la troisième des années 40. Donc c'est une maison qui a été construite en 3 parties, en 3 phases, et c'est de l'ancien, c'est très différent de ce qu'on avait à Cornet. Quelque part, c'est une maison qui a une âme, qui a vécu, qui a une histoire aussi, parce que c'est une maison de famille qui est dans la famille depuis très longtemps. Et surtout, on est au bord de la Vézère avec un petit peu d'espace dans le jardin. Donc je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble à la fin de cette vidéo. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'actualité. L'actualité, ça bouge énormément en ce moment, surtout d'un point de vue, c'est-à-dire le côté de l'inflation. Sur l'inflation, on voit qu'il y a vraiment des choses qui se passent et qui sont très violentes pour l'inflation, ce qui est une bonne nouvelle quand vous avez les bons actifs. En réalité, on voit que beaucoup de chaînes d'approvisionnement sont coupées, gelées, ou en tout cas, elles sont ralenties avec finalement la pénurie qui est en train de se mettre en place un petit peu partout dans le monde. Est-ce que c'est dû à la pandémie? Est-ce que c'est dû à d'autres facteurs qu'on ne connaît pas? Ça, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de réponse. Tout ce que je sais, c'est que énormément de professionnels nous parlent des délais d'approvisionnement, que ce soit pour des cheminées, que ce soit pour des vélos, que ce soit pour du matériel électronique, pour tout ce qui finalement anime notre quotidien, commence à manquer. L'autre jour, je discutais avec l'entrepreneur qui se charge d'installer notre cheminée. Il me disait qu'en fait, les délais de livraison ont explosé pour les cheminées qui viennent d'Italie. Certaines viennent un peu plus loin encore. Et on voit qu'il y a une grosse pénurie de ce côté-là. Donc, il y a des délais qui s'allongent énormément. C'est un peu pareil aussi chez les artisans. On voit que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir du bois, d'avoir du placo. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment une pénurie. Donc il y a vraiment certains domaines qui sont épargnés, mais la plupart aujourd'hui souffrent quelque part des délais de livraison. Un simple exemple pour certains meubles qui ne sont pas encore ici, c'est parti par exemple de Chine au mois d'août et ça va arriver au mois d'octobre. Donc il y a vraiment un décalage à ce niveau-là. Dans certains ports comme à Rotterdam ou à San Francisco, on voit que c'est vraiment l'embouteillage complet. Il y a énormément de porte-containers qui sont bloqués en haute mer et qui attendent d'être déchargés. Donc ça va avoir un impact très fort sur le prix, tout simplement parce que les chaînes d'approvisionnement sont coupées, donc c'est-à-dire qu'il y aura moins de produits finis et surtout un stockage qui va réduire. Donc les stocks vont réduire énormément. Évidemment, quand on a un stock qui est faible et qu'on a une demande élevée, qu'est-ce qui se passe? C'est que naturellement, les fournisseurs vont augmenter leur prix. Tout simplement augmenter la marge, puisqu'ils peuvent moins faire de volume, il faudra qu'ils actionnent finalement ce levier-là. Et donc ça a un impact direct, puisque ces chaînes d'approvisionnement, c'est souvent sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a des stocks qui diminuent et du coup, on a vraiment une inflation qui est en train de prendre de l'ampleur et qui risque de ne pas s'arrêter comme ça. C'est certainement pas quelque chose de temporaire et là c'est important de bien visualiser ce qui est en train de se passer. On voit que du côté des États-Unis, en fait, il y a énormément de gens qui sont sortis du marché du travail puisque aujourd'hui ils vont avoir des aides et donc vont tout simplement pas postuler pour certains postes. Donc il y a une pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de pays, y compris en France. On voit qu'il y a aussi une grande partie des gens qui vont partir à la retraite. Donc on va avoir ce phénomène inflationniste sur les salaires, sur les biens de consommation courante. Tout ce qui va venir de très loin finalement va devenir de plus en plus cher puisqu'aujourd'hui le prix des containers, le prix des cargos, du transport maritime a explosé à la hausse. Et donc ça va vraiment avoir un impact sur l'épargne et sur notre stratégie patrimoniale. Donc là, c'est important de bien voir ça. Du côté de la finance, en fait, c'est complètement, j'irai dans le même sens, c'est-à-dire qu'en fait, on a les banques centrales, la Fed, la BCE, etc., qui sont en train d'inonder complètement les marchés financiers avec de l'argent gratuit. Et donc ça évidemment, ça percole dans l'économie puisqu'on va aider les entreprises pour éviter qu'elles tombent en faillite. Mais ça, quelque part, ça a un côté pervers, tout simplement parce que ça va inonder, la masse monétaire, ça va faire grossir cette masse monétaire et surtout, ça va venir dévaluer les euros, les dollars et toutes les autres devises qui vont finalement suivre le même chemin à la baisse. Et donc, quelque part, ça, c'est vraiment
je dirais le fait que la bourse augmente aussi rapidement, c'est vraiment un signal d'alarme puisque ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de connexion entre le réel et la bourse. Et donc, on voit que là, la finance est devenue un petit peu folle. Donc ça doit nous alerter et nous donner quelques idées pour la suite. Du point de vue immobilier, c'est un petit peu la même chose. Finalement, on se retrouve avec une demande forte. On voit que dans les plus grandes villes de France, en fait, l'immobilier a monté de manière complètement folle. Si je regarde juste Angers en 2020-2021, on voit qu'Angers a augmenté de 16% en moyenne. Donc ça, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai vendu ma maison là-bas, c'est parti en 4 jours, c'est parti à un prix qui était certainement un petit peu plus élevé que le prix du marché. Mais en fait, il y avait une telle pénurie de biens à Angers que finalement c'était très facile de vendre. Ça, c'est valable aussi pour toutes les grandes villes, Nantes, Paris, Marseille, Lyon, etc. Toutes les grandes villes de France ont subi un petit peu la même chose, Bordeaux par exemple. Et ça pose un problème, c'est-à-dire que si l'immobilier devient trop cher, c'est complètement déconnecté des revenus qui, eux, n'ont pas augmenté depuis 10 ou 15 ans. Et ça, c'est pas tout à fait logique. On sait que l'immobilier doit suivre les revenus, sinon il y a une déconnexion et c'est ça qui est en train de se passer. Donc pour les mois à venir, évidemment, on va surveiller ça. Si l'inflation repart de plus belle, évidemment, ça veut dire qu'on va dévaluer l'argent physique, le cash, les euros. Et donc ça veut dire que ça va être très bénéfique pour l'immobilier à long terme, mais à court terme, ça pose des soucis tout simplement parce que les rendements ne sont plus là, en tout cas, ils sont de moins en moins élevés dans ces grandes villes. On achète de plus en plus cher et souvent de fois, on achète sans trop regarder. Donc l'immobilier est vraiment dans un corner en ce moment, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se rendre compte que l'immobilier devient trop cher, qu'il y a un vrai décalage. C'est pour ça que je vous ai toujours dit d'investir surtout dans les petites villes, éventuellement à côté des grandes villes, mais de s'éloigner des grandes villes pour pouvoir investir puisque ça pose des soucis. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que y a eu pas mal de gens qui faisaient du Airbnb, des choses comme ça, donc de la coloc et du Airbnb, qui se sont vus finalement avoir des biens non loués. Et ça, c'est vraiment un risque pour moi qui est très important. Donc pour moi, pas de changement dans la stratégie. L'idée, c'est vraiment d'aller sur l'immobilier dans les petites villes de province. Donc ça peut être des villes de 3-4 000 habitants, comme à côté ici à Lassac ou Obja par exemple. Là, il y a une activité économique, etc. Pourquoi pas aller sur des villes de 20-30 000 habitants, c'est pas un souci. Mais dès qu'on va atteindre des villes de 70-100 000 habitants et au-delà, en fait, on court le risque de se retrouver à acheter trop cher. Et ça, forcément, ça pose un souci parce qu'après, on est obligé d'aller sur des stratégies plus risquées comme la colocation, comme la location saisonnière ou la location de courte durée. Donc ça, ces stratégies-là, comme vous le savez, j'en suis pas fan. Ça peut être intéressant quand on démarre pour pouvoir constituer plus rapidement un projet, mais on prend plus de risques et surtout, ça prend beaucoup plus de temps, donc moins de sérénité. Donc voilà un petit peu pour la situation. Après, sur l'anticipation qu'on peut en faire, évidemment, on sait que tous les actifs tangibles, l'or, l'argent physique, les terres, les forêts, l'immobilier, les terrains, tout ça, c'est quelque chose, je dirais, qui traverse le temps sans encombre, en particulier quand il y a de l'inflation. Tout ce qui est financier, aujourd'hui, ça a énormément augmenté. Donc, on sait que les PER, les Price Earning Ratio, donc c'est le ratio cours-bénéfice, sont extrêmement élevés. C'est-à-dire qu'en fait, les cours sont beaucoup trop élevés par rapport aux bénéfices que les actions génèrent. On sait que le côté financier risque de tanguer dans les mois ou les années à venir. Donc, c'est difficile de faire des prédictions, mais pour l'instant, la finance est un peu devenue folle. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller plutôt sur des placements réels et tangibles et plutôt éviter tout ce qui est cash, fonds euros, etc. Donc, c'est un peu l'idée. Ça n'a pas changé depuis des années, en fait. Évidemment, pour l'instant, personne ne voit trop à quoi je fais allusion et finalement, c'est quelque chose qui est difficilement mesurable. En tout cas, on peut difficilement anticiper tous ces mouvements de marché. Sur l'or et l'argent, aujourd'hui, il reste relativement calme, mais surtout relativement haut. Et donc ça, c'est vraiment aussi un signe que l'inflation devient critique et pose un petit souci
à long terme pour l'épargne et en tout cas pour le capital, pour conserver son capital. Donc voilà un petit peu, donc ça c'est vraiment les thèmes aussi que je vais aborder dans les prochaines vidéos. On va travailler aussi sur la partie gestion de patrimoine, donc rentrer un petit peu plus dans le cœur de la machine. Je vais vous parler de la résilience financière, hein, comment on fait pour pouvoir avoir un patrimoine ou un capital qui soit résilient en cas de crise. Donc je vais revenir un peu sur une phrase que j'adore, qui a été attribuée à Végès, hein, qui est un auteur romain du IVe siècle, qui dit « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». En gestion de patrimoine, ça va être exactement la même chose. En fait, on va préparer notre patrimoine pour que tout se passe bien. Et s'il est bien préparé, en fait, on n'a rien à craindre. C'est ça l'objectif. Donc, on va parler de résilience financière. Ça, c'est un thème qui devient capital aujourd'hui, hein. Donc, c'est tout, je dirais, tout l'environnement que j'ai construit autour de capital durable. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir du capital productif. Donc ça va être l'immobilier, donc ça génère des revenus et ça génère un enrichissement. Et de l'autre côté, on a le capital durable, donc là, ça va être des actifs tangibles qui vont traverser le temps et qui vont prendre en prix et qui vont être relativement stables en valeur. Et donc ça, c'est vraiment la base de la stratégie patrimoniale. D'un côté, on crée, de l'autre, on va protéger, évidemment, on va optimiser et l'objectif, c'est vraiment d'avoir des revenus, d'avoir du capital qui ne fond pas, donc à l'inverse du capital fondant, on va éviter d'avoir du capital qui va perdre en valeur, comme par exemple des fonds en euros ou du cash en banque, tout simplement, ça va perdre sa valeur. Surtout avec l'inflation qui est en train d'arriver, et là on commence à le voir, c'est-à-dire que les pénuries commence à nous donner un avant-goût de ce que va être l'inflation dans les 5, 10, 15 ans à venir. Et donc ça va être vraiment capital, c'est pour ça que je vais axer sur ce thème-là. Sur l'immobilier, on ne change rien, ça fait à peu près 15 ans maintenant que j'en parle. L'objectif, c'est d'avoir des revenus complémentaires, de mettre en place une stratégie qui va nous permettre d'avoir un retour sur investissement important. Là, je ne parle pas de rendement, je parle d'un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'avec très peu de capital, on va créer un patrimoine très important. Donc là, évidemment, on va pouvoir utiliser toutes les stratégies qui sont à notre disposition, à commencer par les immeubles de rapport. En province, ça ne coûte pas très cher, hein. Un immeuble de rapport, on peut en trouver à moins de 100 000 €. Surtout ici, en Corrèze, je dirais que l'immobilier est relativement peu cher par rapport à l'ensemble de la France. Donc c'est vraiment, il y a vraiment des zones comme ça un petit peu partout en France qui sont très intéressantes. Donc l'idée, c'est d'aller dans les petites villes, là où il y a une vie, évidemment, hein, on ne va pas se mettre au milieu de nulle part. Mais on sait qu'il y a un phénomène qui va arriver qui s'appelle l'exode urbain et qui va être à peu près l'inverse de l'exode rural des années 70. Dans la prochaine vidéo, je vais aussi vous parler de la stratégie privilège, hein. C'est tout un tas d'indicateurs, donc c'est une dizaine de critères pour pouvoir faire un patrimoine solide, pour pouvoir le construire rapidement, pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté, de pouvoir être efficace, parce que c'est vraiment le maître mot, c'est efficacité, de pouvoir, être résilient, ça c'est évident que c'est quelque chose de très important. Ça ne sert à rien de construire une tour énorme si les fondations ne sont pas solides. Donc ça, c'est un point important. Et je vous parlerai aussi des boucles temporelles. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'avec l'expérience de toutes ces dernières années, je me suis aperçu que finalement, les gens restent piégés dans des boucles temporelles. Donc, ils vont faire que des crypto-monnaies, ensuite, ils vont faire que de la finance, que du trading, et ensuite, ou alors ils font que de l'immobilier, ou alors que du stockage, en fait, du stockage de cash, hein. Je stocke, et puis après j'attends et je vois. Et finalement, ces boucles temporelles nous font perdre beaucoup de temps, tout simplement parce qu'on reste piégé dans une stratégie, alors que les meilleurs investisseurs sont généralement ceux qui vont utiliser toutes les stratégies. Donc, stratégie pour une création d'entreprise, stratégie pour pouvoir stocker du cash, c'est très important de pouvoir avoir une capacité d'épargne, une stratégie pour pouvoir capitaliser, donc bourse, crypto-monnaie, etc. Une stratégie pour pouvoir générer du patrimoine plus rapidement sans forcément avoir aucun apport. Donc là, on sera sur des stratégies d'endettement et évidemment une stratégie qui est très peu connue parce qu'elle est utilisée que par les gens qui ont déjà du patrimoine, c'est la stratégie de protection
de son patrimoine, donc avec l'or, avec les actifs tangibles, les forêts, etc. Donc généralement, on se retrouve piégé dans ces boucles temporelles et on perd énormément de temps puisqu'en fait, quelque part, il faudrait les faire tout à la fois. Et on va rester sur une stratégie pendant 10-15 ans et on va se rendre compte que finalement, ce n'est pas la bonne. On va sauter d'une autre stratégie et finalement, on va perdre 15, 20, 30 ans à faire des choses qui ne sont pas efficaces puisqu'on n'a pas compris tous ces critères. Donc ces critères-là, ils sont au nombre de 10, on va les voir ensemble et on va rentrer vraiment dans cette stratégie qui consiste à bien comprendre les enjeux pour notre patrimoine, pour le créer, pour le protéger, pour l'optimiser et l'objectif c'est de le développer, de se rendre libre parce que l'objectif évidemment c'est de gagner en liberté. Donc voilà un petit peu pour le programme des prochaines vidéos. Donc l'objectif de tout ça c'est de prendre de la hauteur, d'être serein, de gagner en résilience financière, de gagner aussi dans ses projets, de pouvoir avancer. Et pour ça on va prendre de la hauteur juste en dessous avec une petite vue de là où j'habite maintenant. Et n'oubliez surtout pas, la liberté n'est pas négociable. À très bientôt, au revoir.